Les rideaux se balançaient doucement, mais l'air était immobile. « Bienvenue à Mystère de Minuit, je suis votre hôte, Gustave. Indiquez votre localisation dans les commentaires. J'aime toujours savoir d'où vous venez. Votre voix ajoute de la magie à ces histoires. Commençons. » C'était un bel après-midi de fin mai lorsque la Société d'horticulture de St. Mary Mead se réunissait dans le jardin du presbytère pour son thé annuel de planification estivale. Les rosiers n'étaient pas encore en fleurs, mais les lilas emplissaient généreusement l'air, et les chaises blanches du jardin étaient disposées en rangées soignées sous un chapiteau à rayures vertes. Le groupe habituel des villageois était présent. Madame Bantry et ses projets toujours ambitieux pour les bordures ouest de Gossington Hall, le colonel Denham râlant à propos des catalogues de semences, et la fringante Madame Merriweather, qui n'accueillait jamais avec enthousiasme, mais conseillait toujours. Miss Marple était assise tranquillement à l'ombre des lilas, tricotant un petit pull bleu pâle. Elle n'exprimait pas d'opinion tranchée sur les engrais ou la pourriture des tulipes, mais c'est doux, ah oui, et c'est très curieux, se posait délicatement entre les conversations, tels des pétales tombés au sol. Peu de gens lui prêtaient attention, mais elle remarquait tout, le léger tressaillement de Madame Lumley à l'évocation des rhododendrons, la pointe de mépris dans la voix de la femme du pasteur lorsqu'elle complimentait la tarte de Madame Edgecombe, et le fait que le major Talbot était arrivé avec 15 minutes de retard, visiblement en piteux état, avec de la boue sur le revers de son pantalon. À 4 heures précises, la nouvelle recrue du village arriva, une certaine Héloïse Arden, qui avait élu domicile dans la maison Greyfriars, déserte depuis longtemps, à la lisière du village. C'était une femme remarquable d'une 50aine d'années, aux cheveux blonds argentés soigneusement coupés au carré, et à l'air à la fois cordial et distant. Des rumeurs circulaient déjà sur son passé mystérieux. Elle avait été actrice, disait-on, ou peut-être la muse d'un artiste de Montparnasse. Personne ne le savait vraiment. Elle portait une tarte au citron et un charme léger et raffiné, mais Miss Marple remarqua que plusieurs dames plus âgées échangèrent des regards lorsque Miss Arden lui tourna le dos. Son arrivée n'était qu'un pas passé inaperçu et n'avait pas été particulièrement bien accueillie. « Je dois dire, dit Miss Arden avec un sourire crispé en posant sa tarte, Greyfriars est un endroit des plus curieux. Il grogne la nuit, comme s'il se souvenait de vieilles rancœurs. Et hier encore, j'aurais juré avoir vu bouger les rideaux du salon à l'étage, alors que toutes les fenêtres étaient hermétiquement closes. » Plusieurs femmes ricanèrent nerveusement. « Oh, Greyfriars a ses histoires, dit Madame Merriweather. Mais alors, toutes les vieilles maisons ne respirent-elles pas d'une manière particulière? »« Oui, répondit doucement Mademoiselle Arden, mais je ne crois pas que les murs respirent sans raison. La remarque aurait pu s'arrêter là, considérée comme une excentricité, si la nouvelle n'avait pas été diffusée le lendemain matin. Mademoiselle Arden fut retrouvée morte dans son salon à l'étage. Le coroner, appelé de Much Benham, déclara qu'il s'agissait d'une crise cardiaque tragique. Elle était assise un peu trop parfaitement dans un fauteuil en brocart près de la fenêtre. Le plateau à côté de sa tasse de thé était intact. Ses yeux étaient grands ouverts, comme si elle avait vu quelque chose de terriblement inattendu à son dernier instant. Le seul détail inhabituel noté, bien qu'il n'ait pas été considéré comme important à l'époque, était que les rideaux derrière elle flottaient doucement, bien que la fenêtre à guillotine soit hermétiquement fermée. Lorsque Miss Marple entendit cela, elle regarda simplement par la fenêtre de son cottage et murmura « C'est très étrange ». Elle s'arrêta de tricoter, le regard perdu dans le vide. Puis, doucement, elle ajouta « Je me demande qui a ouvert les rideaux une fois le vent tombé. » Le village de St. Mary Mead s'anima bientôt d'une agitation anxieuse après que la nouvelle du décès de Mademoiselle Arden eut atteint la rue principale. Bien que la matinée ait commencé par les bavardages habituels autour des petits pains à la boulangerie et les salutations guindées devant le bureau de poste, il n'était pas encore 11 heures que tout le village était en effervescence.
Quelqu'un avait prévenu Madame Glanville à l'épicier, et elle l'avait appris par le livreur de journaux, dont le frère aîné avait aidé le gendarme local à hisser le corps sans vie de Mademoiselle Arden sur le brancard. Apparemment, elle avait le visage bleu, murmura Madame Glanville avec délectation. Pas le genre de bleu que donne la peur, non, plutôt celui qu'on voit avec, eh bien, le poison. J'ai entendu dire que c'était les rideaux, murmura Mademoiselle Hartley qui tenait la bibliothèque du village et adorait les histoires de fantômes. Il bouge sans souffle. Elle l'a dit elle-même au thé. Certains disent qu'elle savait que quelque chose allait se pincer. Ce dernier détail se répétait comme une comptine sur les tasses à thé et les clôtures de jardin. La remarque de Miss Arden sur les rideaux, prononcée avec tant de désinvolture, résonnait désormais avec une clarté étrange à chaque récitation. Au petit commissariat de Much Benham, l'inspecteur Cray était moins enclin à s'intéresser aux traditions du village. Il n'avait jamais eu beaucoup de patience pour l'énergie bavarde de St. Mary Mead, ni pour son détective amateur d'un certain âge qui, bien que toujours poli, avait la fâcheuse habitude d'avoir raison. C'était son cœur, répéta-t-il, à son sergent. C'est clair comme de l'eau de roche. Le médecin n'a constaté aucun signe de violence, pas d'échymose, pas de blessure. Sa maison était fermée à clé. Rien n'avait été volé. Pas de bagarre. Et si une femme de son âge a des antécédents d'hypertension, eh bien, il avait néanmoins effectué des recherches superficielles. Mademoiselle Arden avait emménagé à Greyfriars House 6 semaines seulement auparavant, n'avait aucun parent connu à proximité, et hormis quelques livraisons, courses, commandes de livres, elle restait la plupart du temps discrète. Il n'y avait pas de personnel. Elle avait longuement parlé à l'agent immobilier, brièvement au curé, et n'avait assisté qu'à une seule réunion de la société d'horticulture. C'était tout. Cet après-midi-là, Miss Marple avait fait sa promenade, habituelle devant le vieux domaine de Greyfriars, s'arrêtant devant le portail. La maison était restée telle qu'elle avait toujours été, digne, vaguement réfractaire à la modernité, avec du lierre grimpant sur le mur est et de hautes haies d'ifs l'encerclant comme des bras croisés sur la poitrine. Les rideaux de la fenêtre en haut à droite, d'où le salon donnait sur le jardin, étaient tirés depuis le matin. Miss Marple les observa longuement, puis entra discrètement dans le jardin. Personne ne s'interrogeait sur sa présence. Elle connaissait bien les anciens propriétaires, et le chemin menant au perron restait un passage public. Elle ne frappa pas. Elle fit simplement le tour, suivant l'étroite bande de gravier vers l'arrière, où l'entrée de service était légèrement entr'ouverte. Elle l'avait déjà remarqué depuis la ruelle. Un jeune policier fraîchement nommé apparut, l'air surpris. « Excusez-moi, madame. Je crains que la propriété ne soit soumise à des restrictions. »« Oh, je comprends tout à fait, » dit doucement Miss Marple. « Je suis ici uniquement parce que je me suis souvenu de quelque chose d'important. C'est vraiment idiot, mais je pensais... Eh bien, ma pauvre chérie a mentionné quelque chose d'étrange hier, et ça m'est resté en tête. » L'officier hésita. L'expression de Miss Marple, sérieuse mais ferme, avait quelque chose de déconcertant, même pour les gardes les plus rigides. « Je ne toucherai à rien, » ajouta-t-elle. « Juste un coup d'œil, depuis le couloir, c'est tout. » Après une pause, l'agent céda. Elle entra. La maison sentait légèrement la cire de lavande et quelque chose de plus froid en dessous. Peut-être un vestige de la mort, peut-être simplement un désuétude. Le salon à l'étage, a précisé l'officier, est resté intact, jusqu'au retour du coroner. Miss Marple hocha la tête et descendit lentement le couloir, son regard errant vers l'escalier. Les murs étaient nets et décorés d'aquarelles délavées, et un vase de lilas trônait sur le buffet, déjà délavé. Ses doigts effleurèrent l'encadrement de la porte, tandis qu'elle s'arrêtait devant un petit meuble en acajou. Ses yeux s'attardèrent dessus. « Une pièce curieuse », murmura-t-elle à voix haute. « Pas vraiment déplacée dans ce genre de maison, trop décorée. » Le gendarme parut perplexe, mais ne dit rien. « Dis-moi, chérie,
L'inspecteur tâtille. Dis où a été trouvé le plateau? Celui avec son thé? À côté de la chaise, à sa droite, argenté avec une seule tasse. Le thé était intact. Un peu bizarre, vraiment. Très étrange, acquiesça doucement Miss Marple. Surtout que Miss Arden était connue pour boire son thé fort et souvent. Je l'ai vue boire 2 tasses coup sur coup hier. Après un dernier regard vers l'escalier, elle se retourna et s'excusa poliment. De retour à son chalet, elle se prépara une théière et s'assit tranquillement près de la fenêtre, observant le chemin. Les événements étaient encore frais et inachevés dans son esprit, comme un motif auquel il manquait une dernière maille. Mais certains fils commençaient déjà à émerger. Ce soir-là, les ragots atteignirent leur paroxysme à St. Mary Mead. Au Blue Boar Inn, quelques pintes délièrent encore plus les langues. On dit qu'elle a eu de la visite tard la nuit précédant sa mort, murmura Percy Chittenden, le cousin du facteur. Les lumières sont allumées après minuit. Le vieux monsieur Godfrey l'a vue depuis son grenier. Les ombres des fenêtres. Il est presque aveugle, mais il jure qu'elle est grande. Et cette lettre, siffla madame Lumley à sa sœur, assise près du feu dans leur salon. J'étais à la poste et j'ai vu l'enveloppe. Remise en main propre non affranchie. Papier épais. Personne ne sait qui l'a apporté. Le soir tombait et le ciel du village prenait une teinte pourpre, douce et meurtrie. À Greyfriars, le gendarme de service sortit fumer une cigarette et se dégourdir les jambes. La maison se dressait silencieusement derrière lui, ses fenêtres maintenant éteintes, à l'exception de celle du salon, où quelqu'un avait laissé une lampe allumée. Le rideau de cette fenêtre a bougé. Il fronça les sourcils et cligna des yeux. Il n'y avait pas de vent. Lorsqu'il entra quelques instants plus tard, la pièce était silencieuse. La chaise vide, l'abat-jour sans abat-jour. Mais sur le sol, juste sous le bord du tapis, se trouvait un petit objet qu'il n'avait pas remarqué. Auparavant, un bouton, sombre de forme étrange, presque comme s'il provenait d'un costume ou d'un manteau démodé. Il se pencha pour le ramasser, mais s'arrêta. Il faisait humide. De retour chez elle, Miss Marple sirota son thé et tourna une page du Times sans toutefois le lire. Son esprit revint aux meubles du hall de Greyfriars, à son caractère errant et à l'épais plateau d'argent que tenait Miss Arden. « Elle n'a pas bu le thé », murmura-t-elle, mais quelqu'un voulait qu'elle le boive. Elle marqua une pause. Ou du moins, elle voulait nous le faire croire. Le téléphone sonna. C'était Madame Bantry. « Ma chère Jane, il faut absolument que tu viennes demain. On parle d'une séance de spiritisme. Madame Merriweather a en tête que la maison n'est pas, parfaite. Et apparemment, Héloïse, mademoiselle Arden, était passionnée de spiritisme. » Miss Marple ne dit rien pendant un moment. Puis elle répondit, calmement. « Je crois que oui. Il y a quelque chose qui ne va pas, Dolly. Beaucoup de gens chuchotent dans les coins, mais personne ne pose les bonnes questions. Telles que... Par exemple, pourquoi Miss Arden, qui vivait tranquillement et craignait le scandale, a soudainement voulu que tout le village pense que sa maison était hantée. Elle raccrocha doucement et regarda dans l'obscurité grandissante. Quelque part hors de vue, les rideaux s'agitèrent à nouveau, cette fois non pas à cause du vent, mais à cause de l'ombre qui passait derrière eux. Le lendemain matin arriva, sous une bruine grise qui s'accrochait aux fenêtres comme un voile, adoucissant les contours des haies et des toits de St. Mary Mead. Miss Marple, levée tôt comme toujours, sirota son thé près de l'âtre et laissa ses pensées se poser. Le rythme du village avait peut-être continué autour d'elle. Livraison de lait, cliquetis des vélos, rires étouffés des écoliers, mais dans son esprit, chaque détail de la dernière journée de Miss Arden tournait comme les pièces d'un puzzle qui se dépliait lentement. Elle s'habilla chaudement, épingla une modeste broche à son col et entra dans le village. La rencontre avec Madame Bantry ne promettait rien de concret, surtout si Madame Merriweather avait l'intention de poursuivre son projet de séance. Mais Mademoiselle Marple avait appris depuis longtemps que les absurdités, écoutées attentivement, révèlent
Souvent des vérités profondes. À Gossington Hall, elle trouva Madame Bantry dans un état d'excitation extrême. Son salon était déjà meublé de façon théâtrale. Lampes tamisées, chaises disposées en cercle, et un châle brodé jeté sur le buffet pour un effet théâtral. « Je sais que c'est absurde, » admit Madame Bantry, « mais Madame Merryweather a un jour prétendu avoir canalisé un esprit lors d'un goûter à Tunbridge Wells. Une tasse de thé s'est mise à vibrer toute seule. Miss Marple se contenta de sourire. La tasse de thé prédisait-elle quelque chose d'utile, ma chère? Non, seulement que quelqu'un présent avait un chagrin caché, ce qui s'appliquait à la plupart d'entre nous à notre âge. Madame Merryweather arriva peu après, drapée de velours et serrant contre elle un collier de perles d'ambre. Derrière elle, Mademoiselle Hartley, impatiente et pâle d'impatience. « Je crois que l'esprit de Mademoiselle Arden veut parler, » dit Madame Merryweather. « Elle était perturbée. Vous avez vu comment elle a fait allusion au rideau. Ce n'était pas une remarque anodine, Jane. »« Je suis tout à fait d'accord, » dit calmement Miss Marple. « Mais je doute fort que les morts se sentent obligés de revenir simplement pour confirmer ce que les vivants soupçonnent déjà. » Ils s'assirent autour de la table. Des bougies étaient allumées, les mains jointes, et après quelques incantations, un peu théâtrales, Madame Merryweather se mit à fredonner. La séance fut formellement un échec. Pas de coups sur les murs, pas de souffle d'air froid, pas de tremblement de meubles, mais au milieu du silence, une question surgit de Miss Marple, si doucement formulée, si anodine, que personne ne réalisa qu'elle avait quitté le monde. « Des esprits pour jouer un rôle. Dites-moi, Madame Merryweather, demanda-t-elle d'un air doux et pensif, avez-vous déjà rencontré Mademoiselle Arden avant qu'elle ne vienne au village? » Madame Merryweather cligna des yeux. « Mais non, je ne peux pas dire que je l'ai fait. Pourtant, vous avez dit qu'elle... » Aveline fait allusion au rideau, comme si vous vous attendiez à un tel commentaire de sa part. « Eh bien, c'était un homme, non? Du genre dramatique. J'imagine qu'elle aimait manigancer. Et son passé? » poursuivit Miss Marple. « Vous sembliez convaincu qu'elle était instable dans la vie, pas seulement dans la mort. Ah, mais tout le monde sait qu'elle était une sorte d'actrice, ou quelque chose comme ça. Elle vivait à l'étranger, à Montparnasse apparemment. Elle ne fréquentait pas les bonnes personnes. » Miss Marple hocha légèrement la tête, puis se tourna vers Miss Hartley. « Et qu'as-tu entendu, ma chère ?» Mademoiselle Hartley rougit. « Seulement ce que les autres disent, qu'elle était en Italie depuis quelques années. À Rome, peut-être, elle portait des foulards en soie qui semblaient étrangers. Et un jour, elle a dit qu'elle ne retournerait jamais à Naples. » Cela attira l'attention de Miss Marple. Elle s'en souvenait maintenant. Quelque chose dans la prononciation de Miss Arden. « Napoli » avait-elle dit, avec un accent trop naturel, pour une touriste. À midi, Miss Marple était au bureau de poste, discutant tranquillement avec Miss Poole qui tenait le guichet d'une main ferme et attentive. La conversation lui revint lorsqu'elle demanda « Miss Poole, vous avez parlé de la lettre à Miss Arden. Était-elle vraiment non affranchie ?» Mademoiselle Poole hocha la tête. Remis en main propre, enveloppe épaisse, papier crème. Elle avait l'air cher, comme chez un notaire. Je n'ai pas vu l'inscription, remarquez. Elle était déjà dans sa boîte. Mais j'ai demandé au serveur, George Parker. Il m'a dit l'avoir trouvée là le matin même, juste avant de mourir. A-t-il dit qui aurait pu le laisser tomber? Non. Et nous avons posé la question. Personne n'a rien vu. La boîte donne sur la rue, mais Greyfriars est assez en retrait. L'enveloppe a-t-elle été prise par la police? Oui, je crois que l'inspecteur Cray l'a emportée avec le reste de ses affaires. Satisfaite pour l'instant, Miss Marple rentra lentement chez elle par le chemin du parc, où elle rencontra par hasard le major Talbot. Il était, comme toujours, boutonné et vif, mais elle remarqua que son pas hésitait lorsqu'il l'aperçut. Elle hocha joyeusement la tête. « Vous étiez au thé, n'est-ce pas, major Talbot? Quelle surprise, je crois. » Il hésita. « Je ne suis pas du genre à faire ce genre de choses. » Mais le vicaire a posé la question. Il voulait un représentant de la société historique.
Et connaissiez-vous Miss Arden avant qu'elle ne vienne au village? Non, dit-il trop vite. Je ne vois pas comment j'aurais pu. Elle vient d'un milieu complètement différent. Je suppose que oui, dit doucement Miss Marple, même si nous nous croisons parfois dans des endroits inattendus. À Rome peut-être? Ou à Naples? Il se raidit, les yeux plissés. Je ne suis jamais allé en Italie. Ah, bien sûr que non. C'est juste mon imagination qui s'emballe. À nouveau. Tu vois, elle a mentionné Naples une fois et j'étais intrigué. Quelle idiote de ma part. Ils se séparèrent avec des adieux civilisés, mais alors qu'ils se détournaient, Miss Marple le vit. Ce léger mouvement d'épaule, le genre de mouvement que font les gens lorsqu'ils essaient d'échapper à une ombre derrière eux. De retour, chez elle, elle sortit une petite boîte du fond de son meuble à couture et l'ouvrit pour révéler une collection de boutons. Elle sortit celui retrouvé sur la scène de crime, récupéré auprès du policier plus tôt dans la matinée, grâce à une demande discrète et quelques mots sur les vieilles habitudes, et le compara à ses échantillons. Pas moderne, confirma-t-elle, pas britannique. Le style et la courbe correspondaient à un manteau de style continental, probablement sur mesure. Miss Marple avait connu un jour la veuve d'un tailleur qui lui avait dit que les boutons étaient comme des empreintes digitales, si seulement on les regardait. Elle mit le bouton étranger de côté et s'assit tranquillement. Il ne semblait plus probable que Miss Arden soit morte accidentellement, ni de peur. Quelqu'un était entré à Greyfriars, quelqu'un qu'elle connaissait ou craignait suffisamment pour l'accueillir. Quelqu'un dont elle avait voulu que le village soupçonne la présence plus tard, ce qui expliquait sa remarque délibérée sur les rideaux. Elle avait eu peur, mais pas des fantômes. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. C'était l'agent Wright, jeune et rouge de sueur. « Excusez-moi, Miss Marple, dit-il, mais l'inspecteur Cray a pensé que vous voudriez savoir qu'il y a eu un cambriolage à Greyfriars. C'est arrivé comme ça. Rien n'a été volé, mais quelqu'un s'est directement attaqué au bureau du salon, celui avec le tiroir qui coince. Et la lettre? Partie, dit-il d'un ton sombre. Miss Marple hocha la tête sans surprise. Alors le jeu, dit-elle doucement, a déjà commencé. La nuit était déjà bien passée lorsque Miss Marple regagna son salon, tricotant à la main, l'esprit ailleurs. Le feu crépitait doucement, tandis que l'humidité du jour s'accumulait contre les fenêtres. Le rapport de l'agent Wright sur le cambriolage pesait sur elle comme une épingle, légèrement mais obstinément enfoncée dans ses pensées. La lettre volée, retirée avec tant de précision et d'urgence, avait confirmé ce qu'elle soupçonnait déjà. La mort de Miss Arden n'était pas un accident. Le village avait simplement pris le calme pour l'innocence, et le timing était révélateur. Pourquoi le voleur était-il revenu maintenant, plusieurs jours après le décès, alors que la présence policière s'était atténuée et que la curiosité murmurée du village commençait à se muer en commérage rituel? Parce que quelque chose dans cette lettre avait un pouvoir, et quelqu'un au village venait de comprendre combien il était dangereux de la laisser introuvable. Le lendemain matin, Miss Marple prit son petit déjeuner tôt et se rendit d'un pas rapide au presbytère, où elle savait qu'elle pourrait croiser le révérend Léonard Clement avant qu'il ne commence sa lecture matinale. Il la salua avec sa chaleur habituelle et la conduisit dans le bureau où l'odeur des vieux livres se mêlait à celle du tabac à pipe. « Léonard, » dit-elle doucement, « te souviens-tu d'avoir longuement parlé à Miss Arden avant sa mort ?» Le vicaire ajusta ses lunettes. Brièvement, elle n'a assisté qu'une seule fois à l'office, il y a environ 2 semaines. Très réservée. Elle me semblait en quête de spiritualité. Pas forcément de religion, mais plutôt de stabilité. Quelque chose en elle était perturbé. Et pendant le thé, elle s'enquit de l'histoire de Greyfriars. Plus précisément, elle demanda si le village gardait le souvenir de ses premiers propriétaires. Elle semblait curieuse de savoir si sa réputation avait résisté à l'épreuve du temps. Le regard de Miss Marple s'aiguisa légèrement. A-t-elle mentionné des noms? Un seul. Un certain Edmund Farrow, je crois. Il prétendait être
Un parent éloigné, même si je comprends que le lien était ténu. Il parlait d'un héritage provenant de la fiducie d'un cousin. Cette pièce s'intégrait parfaitement à la mosaïque qui se formait dans l'esprit de Miss Marple. Elle remercia le vicaire et se dirigea, non pas vers sa maison, mais vers les archives du village, dans l'aile est de l'église. Une pièce sombre et rarement visitée, remplie de registres paroissiaux reliés, de titres de propriété et de lettres décolorées. Il lui fallut près d'une heure, mais il était là. Edmund Farrow, dernier propriétaire titré de Greyfriars, avant la saisie de la propriété suite à un scandale de dette. Un homme détesté, si l'on en croit les notes du vicaire. Ils discutèrent de jeux d'argent, d'exil et d'une fille non reconnue, disparue à l'étranger. Miss Arden n'avait pas acheté Greyfriars sur un coup de tête. Elle était venue avec un objectif précis, émergeant des archives, la poussière sur ses gants et le pas décidé. Miss Marple traversa la pelouse et, comme poussée par l'instinct, se retrouva devant la maison du major Talbot. Les rideaux s'agitèrent à son approche, et avant même qu'elle n'atteigne le portail, le major lui-même apparut, raide comme toujours, mais méfiant à présent. Son regard s'attarda trop longtemps sur son visage. « Mademoiselle Marple, » dit-il d'un ton égal, « je suppose que vous êtes venue avec d'autres questions. »« Non, major, » dit-elle avec un léger sourire, « juste une idée. Je suis passé devant Greyfriars hier. Quelle belle vieille maison. L'aviez-vous déjà visitée avant l'arrivée de mademoiselle Arden ?» Il eut un rire cassant. « Pas moi. L'immobilier et les maisons hantées ne m'intéressent pas. »« Oh, mais je pense que tu te mêles simplement de choses qui semblent insignifiantes à première vue. » Son expression se durcit, mais elle n'insista pas davantage. Ce soir-là, Miss Marple rendit discrètement visite à l'inspecteur Cray à Much Benham. Il ne fut pas ravi de la voir, bien qu'il ait toujours été poli. « Je ne néglige pas les bizarreries, » a-t-il admis. « La lettre manquante me gêne, mais il n'y a toujours aucune preuve d'acte criminel. Pas de substance, pas d'effraction cette nuit-là. Vous savez aussi bien que moi que parfois les gens meurent subitement. »« En effet, » dit Miss Marple, « mais parfois on aide les gens à mourir de manière inattendue. » Il lui lança un long regard. Elle se pencha en avant, la voix basse. « Tu as parlé de la lettre, papier épais, de bonne qualité, remise en main propre, non affranchie. Tu te souviens du filigrane ?» Cray fronça les sourcils. « Il y avait un filigrane. Je me souviens maintenant, un blason italien à l'ancienne. Un lion couronné, je crois. Pourriez-vous vérifier ?» Il soupira mais se leva. Quelques minutes plus tard, il revint avec un petit dossier. Miss Marple lut à haute voix le léger filigrane. « Consiglio degli Avvocati di Napoli. Le Conseil. Des avocats de Naples. Papeterie juridique italienne. » Cray cligna des yeux. « Tu penses que la lettre était légale ? Je pense que c'est le genre de lettre qu'on ne veut pas voir tomber entre les mains du public, surtout si elle mentionne des noms. » Ils restèrent tous les deux assis en silence pendant un moment. « Inspecteur, » ajouta-t-elle doucement, « pourriez-vous vérifier vos dossiers pour voir s'il y a eu une correspondance entre mademoiselle Arden et un avocat londonien nommé Carlton Dove ?» Il haussa un sourcil, mais prit note. « Pourquoi lui ?» Parce qu'il gérait les biens acquis par un certain Edmund Farrow, et parce qu'il a également, je crois, représenté un certain Major Talbot, alors capitaine Talbot, devant le tribunal en 1939 pour détournement de fonds pendant la guerre en Italie du Sud. Une affaire qui, curieusement, a disparu sans laisser de traces officielles. Cray la regarda alors avec une suspicion évidente. « Comment le sais-tu »« Je ne m'en souviens pas, » dit-elle calmement. « Mais je me souviens de certaines choses, et je pose les bonnes questions. » Cette nuit-là, alors que le vent se levait sur les toits de St. Mary Mead, le rideau de Greyfriars se leva à nouveau. Mais cette fois, quelqu'un veillait. Un jeune agent de police discrètement posté par Cray, suivant désormais les conseils de Miss Marple, était assis sous la haie, une thermos à la main et l'œil perçant. À 11 minutes précises, il aperçut une silhouette s'approcher de la maison, non pas de devant, mais du chemin forestier derrière. L'homme était grand, mince et vêtu de noir.
Il avançait avec assurance. 10 minutes plus tard, il partit tout aussi silencieusement, disparaissant dans les arbres. Mais le gendarme avait déjà communiqué par radio. À l'aube, l'inspecteur Cray disposait d'un mandat discret. Ce matin-là, le major Talbot fut arrêté. Pas pour meurtre, pas encore, mais pour obstruction à la justice, possession d'une fausse identité en temps de guerre et suspicion de suppression de documents juridiques liés à la mort d'Éloise Arden. Kensington Hall, la nouvelle parvint à Madame Burntree avec un cri perçant. À la poste, on entendit Mademoiselle Poole murmurer « Eh bien, jamais !» Et au presbytère, le révérend Clément inclina la tête et pria silencieusement pour que la vérité, quelle qu'en soit la forme, soit révélée dans son intégralité. Miss Marple, assise près de sa fenêtre, ne disait rien du tout. Elle retourna simplement à son tricot, les aiguilles claquant doucement, le motif désormais familier et inévitable. Mais dans son esprit, la question tournait toujours, car même si le major avait des secrets, et que la lettre avait disparu, et qu'Éloise Arden avait parlé de rideaux qui bougent sans vent, Miss Marple avait commencé à se demander si la véritable cause du décès ne résidait pas dans ce qui avait été vu, mais dans ce qui avait été soigneusement arrangé pour ne pas être remarqué du tout. Le lendemain de son arrestation, discrète, le major Talbot se réveilla à St. Mary Mead avec un curieux mélange de satisfaction et de malaise. Ce n'était pas la satisfaction dramatique qui accompagne souvent la résolution d'un mystère dans les romans. Non, c'était plus subtil, plus incertain, comme entendre la dernière note d'une chanson tout en sentant l'harmonie inachevée. L'inspecteur Cray, malgré sa prudence, ne pouvait s'empêcher de penser que l'affaire tournait en sa faveur. Il avait un suspect, un mobile et un passé de guerre naissant qui étayaient les soupçons de Mademoiselle Marple. Talbot avait effectivement été en poste dans le sud de l'Italie pendant la guerre, et bien qu'une grande partie des documents judiciaires y ont été scellés ou égarés, comme c'était souvent le cas avec les archives gouvernementales, les rumeurs d'irrégularité et de scandales potentiels qui auraient pu pousser un homme à tuer étaient suffisamment nombreuses pour que l'affaire reste en suspens. Pourtant, alors même que Cray rédigeait le rapport initial et préparait les documents pour la suite de l'interrogatoire, un doute le rongeait. Miss Marple ne semblait pas satisfaite, polie certes, satisfaite des progrès accomplis, mais pas concluante, et les doutes de Miss Marple, comme il l'avait compris, n'étaient jamais accidentels. Ce matin-là, à son cottage, Miss Marple était assise avec une lettre qu'elle avait récupérée dans sa pile de correspondance, une réponse d'une vieille connaissance londonienne, une certaine Miss Graves qui travaillait comme clerc de notaire et devait une faveur à Jane Marple depuis quelques années. La lettre était brève, mais le dernier paragraphe retint son « attention ». Et oui, Carlton Dove a eu une brève discussion avec Mademoiselle Éloise Arden l'automne dernier, au sujet du réexamen d'une ancienne réclamation sur la succession de Greyfriars. Elle n'a pas donné suite formellement, elle a seulement demandé les documents subsistants concernant le droit de suite et certains accords de guerre avec un certain Capitaine T. D'après les dossiers de M. Dove, elle s'est brusquement retirée de la réclamation et a rendu les documents sans modification. Il a noté « trop dangereux pour poursuivre ». Miss Marple plia lentement la lettre. Miss Arden n'était pas venue réclamer un bien, mais tendre un piège. Ce n'était pas une vengeance. Cela aurait été grossier et public. Non. Éloise Arden savait quelque chose du major Talbot, quelque chose de ce tribunal enterré, et surtout quelque chose de ce qui s'était passé à Naples des années auparavant. Une femme disparue, peut-être, une dette impayée, et Mademoiselle Arden avait profité de son arrivée, de ses remarques sur la maison et les rideaux, pour attirer l'attention du tueur. Elle s'était transformée en énigme. Mais, et si Talbot ne l'avait pas assassinée? Et s'il était revenu à Greyfriars cette nuit-là, non pas pour la tuer, mais pour récupérer quelque chose qu'elle avait laissé derrière elle, quelque chose de répréhensible? Cela pourrait expliquer le cambriolage, la lettre volée, l'atmosphère de panique. Mais la question demeure,
comment Miss Arden est-elle morte? Aucun poison n'avait été détecté, aucune blessure. Une crise cardiaque, certes, mais pas de cause naturelle. Le thé intact, le plateau à côté d'elle. Et cette argenterie étrangement polie, le seul détail auquel Miss Marple n'avait pas pleinement réfléchi. Après une heure de réflexion, elle se leva, prit son manteau et retourna directement au presbytère. L'épouse du pasteur, Griselda, ouvrit la porte avec son habituelle déception amicale. « Jane, tu es toute rouge. Entre. »« Merci, ma chère, mais je ne resterai pas longtemps. Je me demandais si je pouvais emprunter la clé de la cave de l'église à votre mari. J'ai pensé aux vieux services de communion, ceux en argent. » Griselda parut perplexe, mais alla chercher la clé sans poser de questions. Moins d'une heure plus tard, Miss Marple se tenait dans les voûtes en pierre sombre de l'aile est de l'église, caressant de la main une rangée de vitrines doublées de velours. Cela ne prit pas longtemps. Le service était ancien, de style victorien moyen, avec beaucoup de détails et des bols peu profonds. Elle ouvrit le couvercle avec précaution. Il était là, le plat assorti, terni au coin, légèrement usé, mais celui de Greyfriars brillait, presque trop fort. Miss Marple rentra chez elle en silence. Elle fit bouillir de l'eau, infusa soigneusement son thé, puis le versa, non pas dans sa tasse en porcelaine habituelle, mais dans un gobelet ancien en argent qu'elle conservait dans une vitrine, un héritage qu'elle utilisait rarement. En 5 minutes, le thé avait sensiblement refroidi. Elle versa une deuxième tasse dans la porcelaine et la laissa également refroidir. 10 minutes plus tard, elle prenait une gorgée de chaque verre. L'argent avait altéré le goût. Pas spectaculaire, mais perceptible. Suffisamment pour que quiconque habitué au thé fort s'arrête et prenne note. Cela confirma ce qu'elle avait commencé à soupçonner. Miss Arden avait préparé son thé comme d'habitude. Puis, après sa mort, quelqu'un avait remplacé la tasse en porcelaine par une autre, une pièce en argent étincelante, récemment polie. Miss Marple se rassit et laissa son esprit parcourir la disposition de Greyfriars. Le thé intact, les rideaux flottants, les meubles de table disparates, et surtout la position du corps de Miss Arden, assise bien droite sur une chaise, les yeux grands ouverts, sans aucun signe de lutte. Ce n'était pas de la peur, cela a été provoqué, une sorte de paralysie, un ralentissement du cœur. Il existait des poisons qui laissaient peu de traces, des substances appliquées sur la peau, administrées par le toucher. Mais il existait quelque chose d'encore plus simple, huile aromatique, utilisée dans certaines traditions méditerranéennes, du camphre peut-être, ou de l'extrait d'amande amère, un sachet dans l'oreiller, un composé dans un médaillon parfumé. Si et seulement si ils étaient administrés directement et sur une longue période, ces composés pourraient affecter le cœur, surtout chez les femmes âgées. Ce qui a amené Miss Marple à se souvenir de quelque chose à laquelle elle n'avait pas beaucoup pensé jusqu'à présent. Le vase de lilas dans le couloir. Elle l'avait rencontré le jour de sa visite à Greyfriars. Les lilas n'avaient pas d'odeur forte qui persistait à l'intérieur, à moins d'être mélangés à autre chose, et Miss Arden avait dit que la maison respirait étrangement. Elle ne parlait pas de fantômes, mais de fumée. Miss Marple se leva brusquement. Elle devait rentrer chez elle. Avec la coopération réticente de l'inspecteur Cray et l'escorte du gendarme, elle entra à nouveau à Greyfriars cet après-midi-là. L'air était frais, toujours. Mais dans le couloir, elle se dirigea droit vers le vase. « Cela n'a pas été déplacé ?»« Non, » répondit l'officier. « On l'a laissé pour des raisons photographiques. » Elle renifla soigneusement. Puis, elle se pencha derrière la table et sortit ce qui ressemblait à un petit disque plat en céramique, une pierre parfumée à l'ancienne, enveloppée de mousseline et attachée par un ruban. De là émanaient de légères notes d'amande et une touche plus médicinale. Miss Marple le tendit à l'agent. « Emballez-le soigneusement, faites-le analyser. Vous constaterez que le composé est dérivé d'amandes amères et d'huile de belladone. Action lente, absorbée par l'air et le toucher. » Cray le fixa du regard. « Ce n'était donc pas le thé ?»« Non, dit-elle doucement.
C'était l'air, le coussin probablement, et la pièce a été aménagée plus tard pour suggérer une crise cardiaque, mais pas immédiatement. Quelqu'un est revenu après sa mort pour mettre en scène la scène. D'où le plateau en argent poli, d'où la tasse manquante. Et Talbot? Talbot voulait détruire la lettre. Il entra ensuite par effraction, paniqué, essayant de la nettoyer. Mais il ne la tua pas. Non, le tueur n'avait aucune intention de tuer, pas de la manière habituelle. Il voulait l'effrayer, peut-être la forcer au silence, mais le cœur de Miss Arden, déjà affaibli, céda sous la pression. Cray fronça les sourcils. Et alors? Miss Marple leva les yeux, le regard calme. Qui lui a offert les fleurs, inspecteur? Il y eut une pause. Cray se tourna vers le gendarme. Découvrez qui a apporté les lilas chez mademoiselle Arden le jour de sa mort. Je suppose que vous découvrirez que ce n'était pas un geste de bienvenue. C'était un message, ou plus précisément, une méthode. Il était tard dans l'après-midi. Lorsque l'officier revint de chez le fleuriste du village, les joues rouges d'effort et d'un peu de gêne, l'inspecteur Cray, qui avait passé la dernière heure à éplucher les papiers de location de mademoiselle Arden, leva brusquement les yeux lorsque la porte s'ouvrit. « Eh bien ?» demanda-t-il, avant même que l'homme n'ait enlevé sa casquette. « Les fleurs ont été livrées, » dit l'agent, essoufflé. « Non pas par la boutique, monsieur, mais en main propre. Une certaine mademoiselle Hartley a laissé un mot au fleuriste, lui demandant de préparer quelque chose de frais et de saison pour le salon de mademoiselle Arden. Elle a ajouté qu'elle avait promis, lors du thé du club de jardinage, d'apporter des lilas en guise de cadeau de bienvenue. Cray fronça les sourcils. Mademoiselle Hartley? La bibliothécaire? L'officier acquiesça. Elle avait acheté un bouquet au magasin 2 jours avant le décès et y avait ajouté quelques brins. Elle leur a dit qu'elle les arrangerait elle-même, puisqu'elle habitait à proximité et avait rencontré mademoiselle Arden. Il y eut un long silence. Cray regarda vers la porte, puis de nouveau vers l'agent. Où est-elle maintenant? À la bibliothèque, je crois. Elle a un service le matin cette semaine. Cray attrapa son manteau, mais avant qu'il ne puisse parler, la voix de Miss Marple résonna à travers la porte ouverte derrière lui. « Je ne voudrais pas vous accuser tout de suite, inspecteur. Mademoiselle Hartley est peut-être bien des choses, mais une empoisonneuse, non. » Cray se retourna, surpris. Miss Marple se tenait là, calme et sereine, ses mains gantées soigneusement jointes. Elle était entrée silencieusement, comme elle le faisait souvent, aussi douce qu'une vieille villageoise, mais dotée d'une perspicacité plus aiguë que la plupart des hommes en uniforme. « J'étais sur le point de t'appeler, » murmura Cray, mais sans conviction. « Je m'en doutais, » répondit-elle. « Vous avez atteint la lisière du bois, mais le chemin bifurque toujours. » Elle entra et jeta un coup d'œil aux notes du gendarme. Mademoiselle Hartley a bien apporté les lilas, mais je suppose qu'elle n'a pas été la dernière à les manipuler. C'est une âme nerveuse, certes, et théâtrale à sa manière, mais pas cruelle. Et elle admirait mademoiselle Arden. Elle la trouvait glamour, voire tragique. Cray désigna la pierre parfumée enveloppée de mousseline sur son bureau. Et pourtant, on a trouvé ça sous le vase. Oui, dit Miss Marple, mais dites-moi, quand les lilas ont-ils été livrés? 2 jours avant la mort, Hartley est venue seule. Et quand la police est-elle entrée pour la première fois à Greyfriars? Le lendemain matin, vers 9 heures. Le corps était froid, les rideaux claquaient encore. Aucun signe d'entrée ou de lutte. Puis quelqu'un s'est interposé. Quelqu'un qui avait les clés ou savait où les trouver. Quelqu'un qui n'éveillerait pas les soupçons s'il était aperçu dans la rue au crépuscule ou juste après la tombée de la nuit. Elle s'arrêta, le regard lointain. Quelqu'un qui connaissait suffisamment Miss Arden pour savoir qu'elle s'assoirait dans ce fauteuil et accepterait un cadeau de fleurs sans hésitation. Quelqu'un qui était peut-être allé à Naples. Les yeux de Cray se plissèrent. « Encore Talbot? »« Non, » dit-elle doucement. « Talbot était coupable de secret, pas de meurtre. Il a trafiqué par la suite. Il a essayé d'effacer
Une lettre et une histoire. Mais il n'avait pas planifié sa mort. La mâchoire de Cray se serra. Et alors, Miss Marple prit son temps pour répondre. « Vous voudrez parler à Madame Merriweather. » Il le fixa du regard. « Le spiritualiste ?»« Elle prétend parler aux morts, inspecteur, mais je crois que dans ce cas précis, elle a essayé de les faire taire. » Il y avait du silence dans la pièce. Cray fit un geste rapide vers l'agent, qui partit sans un mot. Moins d'une heure plus tard, Madame Merriweather arriva désemparée mais désireuse d'aider. « Je dois dire, » commença-t-elle essoufflée lorsqu'on l'introduisit, « que tous ces événements terribles sont tellement contraires aux valeurs chrétiennes, et la pauvre mademoiselle Arden, une âme si fragile. J'ai toujours dit que la maison n'était pas parfaite. L'énergie était mauvaise. J'ai essayé de l'empêcher. » Miss Marple ne dit rien. Elle fixa simplement la femme âgée pendant un long moment, impassible, et dans ce silence, la bravade de Madame Merriweather commença à s'adoucir. « Tu lui as apporté des fleurs, n'est-ce pas ?» demanda finalement Miss Marple. « Après que Miss Hartley les ait arrangées, tu prétendais t'y connaître en aromates, n'est-ce pas? Camphre, myrrhe, divers produits utilisés lors de tes séances. » Madame Merriweather renifla. « Je brûle de l'encens, oui, mais ce n'est pas vraiment criminel. »« Non, dit Miss Marple, à moins que vous n'ajoutiez autre chose. De l'huile d'amande amère, de la belladone. Voyez-vous, la pierre parfumée était enfouie sous les lilas dans le vase que vous avez remplacé. » Le silence s'épaissit. L'expression de Madame Merriweather resta figée quelques secondes, puis s'estompa. « Je voulais juste lui faire peur, » dit-elle d'une voix rauque. « Elle était dangereuse, Jane. Elle est venue ici avec un but, des secrets, pour réveiller le passé. » L'inspecteur Cray se pencha en avant. « Quel est votre parcours ?» Elle savait pour Henri. Sa voix était devenue amère. « Mon frère. Il a servi à Naples. Il y a rencontré une femme, la mère d'Héloïse. Il lui a tout promis, sans rien lui laisser. Elle est morte sans le sou. Héloïse a été envoyée dans un orphelinat. Je le savais parce qu'Henri a avoué avant de mourir. Et maintenant, elle est venue ici pour ruiner le peu de paix que j'avais, pour me faire payer pour ce qu'il a fait. » Miss Marple parla très doucement. « Alors, vous avez ajouté le sachet ?» « Aux fleurs, sachant que son cœur était faible, espérant la contrarier. Vous n'aviez peut-être pas l'intention de la tuer, mais vous vouliez lui faire du mal. » Madame Merriweather détourna le regard. « Je voulais juste l'effrayer. Mais quand elle est morte, dit Cray d'une voix tendue, tu n'es pas venu. J'allais le faire, dit-elle, mais je l'ai vue assise là, si immobile, les yeux écarquillés, et j'ai paniqué. J'y suis retourné ce soir-là. J'ai changé le plateau. J'ai caché le sac sous le buffet. Je me suis dit que si c'était propre et paisible, personne ne le remettrait en question. Mais quelqu'un l'a fait, dit Miss Marple d'une voix douce. Parce que les morts ne gardent pas toujours de secrets, Madame Merriweather. Et les rideaux non plus, surtout ceux qui bougent sans vent. Les épaules de Madame Merriweather s'affaissèrent. La pièce était alors très silencieuse. Le tic-tac de l'horloge murale devint soudain plus fort. Dehors, la bruine était revenue, douce et persistante. L'officier emmena Madame Merriweather. L'inspecteur, Cray resta assis, sa main posée pensivement sur son menton. « Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas ?» dit-il à Miss Marple. Elle sourit faiblement. « Non, inspecteur, je soupçonnais simplement. Mais la vérité est comme une vigne rampante. Elle se glisse à la lumière du jour quand on cesse d'essayer de la tirer. » Il secoua la tête avec une admiration réticente. « Tu as dit un jour que le cœur humain ne changeait pas. »« Non, non, dit-elle, il attend juste d'être observé. » Ce soir-là, alors que le calme revenait au village et que les ombres s'étendaient sur la verdure, Miss Marple s'assit de nouveau à sa fenêtre, son tricot reposant délicatement sur ses genoux. De l'autre côté de la ruelle, les rideaux de Greyfriars étaient immobiles, ni par calme ni par peur, mais parce que le vent était enfin passé. Dans les jours qui suivirent la confession discrète de Madame Merriweather, un silence s'abattit sur St. Mary Mead,
Non pas la pause habituelle entre deux scandales, mais un silence plus profond, plus contemplatif. Les villageois vaquèrent à leurs occupations habituelles, bien sûr. On achetait du pain, on postait du courrier et on entretenait les jardins. Pourtant, sous l'ordinaire, un léger courant de réflexion régnait. La prise de conscience que la femme à la voix douce qui avait autrefois dirigé des séances dans son salon avait pu aussi causer la mort d'autres personnes, avait troublé quelque chose de plus profond que la simple curiosité. À Greyfriars, la maison était de nouveau fermée, ses hautes fenêtres voilées de rideaux empêchant la lumière estivale d'entrer. Elle n'était plus hantée, du moins pas comme le prétendirent les villageois, mais elle avait absorbé un chagrin qu'aucun produit de nettoyage ne pouvait effacer. Les lilas avaient disparu depuis longtemps, remplacés par le ruban de mise en garde de l'inspecteur Cray et les traces persistantes d'analyse chimique. Mais c'était le silence qui troublait la plupart des gens désormais, le même silence dans lequel mademoiselle Arden était morte, assise sur sa chaise comme si elle attendait quelque chose qui ne viendrait jamais. Miss Marple ne rentra pas chez elle. Son rôle dans cette affaire, à ses yeux, était terminé. Elle n'avait jamais été attirée par la victoire, seulement par la clarté. Pourtant, un sentiment d'inachevé subsistait, subtil mais persistant, comme une maille à moitié tombée dans une rangée de jarretières bien rangées. La culpabilité de Madame Merriweather était évidente. Ses actes étaient indéniables, et même ses motivations compréhensibles. Pourtant, Miss Marple ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose ne se réglait pas comme prévu. Le troisième jour, alors qu'elle taillait les têtes brunies de ses premiers rosiers, elle reçut la visite de Madame Bantry, qui arriva avec une petite boîte de biscuits et une expression oscillant entre l'indignation et la satisfaction. « Eh bien, dit-elle en posant la boîte sur la table de la cuisine, je suppose que nous avons eu notre excitation pour l'année. » Miss Marple hocha la tête et posa ses ciseaux. « Oui, Dolly. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de penser que ce n'est pas tout à fait terminé. » Madame Bantry cligna des yeux. « Oh, Jane, pas une autre théorie ? » »« Ce n'est pas une théorie, juste une question. Le genre de question qui surgit lorsqu'une image semble achevée, mais qu'un coin n'est pas encore complètement colorié. Dites-moi, » Miss Marple croisa les mains. « C'est à propos de la lettre, celle qui a disparu. » »« Oh, oui. » »« Ça. Si Madame Merriweather voulait seulement effrayer Mademoiselle Arden et brouiller les pistes, pourquoi prendre la lettre? Comment l'aurait-elle su? Elle n'était pas là quand elle a été remise. Elle ignorait son existence. Madame Bantry pensa. Alors, quelqu'un d'autre l'a pris? Je le crois. Quelqu'un qui est allé à Greyfriars non pas pour effacer sa culpabilité, mais pour récupérer quelque chose de précis. Et cette personne ne s'attendait peut-être pas à la mort de Mademoiselle Arden, mais une fois celle-ci survenue, il a vu l'occasion d'effacer un détail très dangereux. Miss Marple se leva et alla à son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit la lettre de Miss Graves pour Londres. Elle relut les dernières lignes et pinça doucement les lèvres. La note de Carlton Dove, trop dangereux pour être poursuivi, ne faisait pas référence à la plainte de Greyfriars. Elle faisait plutôt référence au nom que Mademoiselle Arden avait entouré à l'encre rouge sur une déclaration, non pas celui de Talbot, mais celui d'un autre homme. Le lendemain matin, Miss Marple se glissa discrètement à Much Benham pour rendre visite à l'inspecteur Cray. Elle fut accueillie avec un mélange familier d'exaspération professionnelle et de respect grandissant. « Je pensais que nous avions clos le sujet, » dit Cray en lui offrant du thé. « Moi aussi. Mais nous avons oublié quelque chose d'essentiel. » Elle lui tendit la copie de la lettre et lui montra une note griffonnée au bas de la lettre. « GTA » Cray fronça les sourcils. Pas un nom, une entreprise, la grande compagnie de navigation transadriatique. Elle exploitait un service d'exportation discret pendant et après la guerre. Elle fut également impliquée dans un petit scandale de vol d'œuvres d'art.
Des tableaux volés dans des villas abandonnées du sud de l'Italie. Les journaux ne citent jamais de nom, mais le représentant de l'entreprise à Naples était un certain Edward Lumley. Cray cligna des yeux. Ce n'est pas le mari de Madame Lumley. En effet, mais il est à la retraite depuis longtemps. Il vit tranquillement. Il n'apparaît même jamais en public. Miss Marple sirota son thé. La mère de Miss Arden, si j'ai bien compris, travaillait comme assistante de conservation. Son dernier employeur, le Palazzo Cardelli, une petite galerie dont la collection fut pillée en 1944. Plusieurs pièces réapparurent à Londres des années plus tard, mal attribuées, puis discrètement vendues. Miss Arden devait le savoir, ou le soupçonner. Peut-être même en avait-elle la preuve. Et tu penses que Lumley... Je pense qu'il lui a rendu visite. Pas pour la tuer, pas directement. Mais lorsque ses recherches lui sont parvenues, probablement par l'intermédiaire de Talbot, qu'il rencontre encore chaque semaine au club des gentlemen, il est peut-être allé la persuader, la dissuader. Mais elle n'était pas facilement effrayée, alors il a attendu. Peut-être connaissait-il les pouvoirs de Madame Merriweather. Cray leva brusquement les yeux. « Tu crois qu'ils étaient ensemble ?»« Non. Je pense que leurs intentions étaient contradictoires. Madame Merriweather a tendu le piège. Monsieur Lumley en a découvert les conséquences et en a profité. Il a retiré la lettre, sachant qu'elle le liait à l'aviation de guerre. Peut-être a-t-il même déplacé le plateau d'argent, essayant de rendre sa mort moins suspecte. » Cray se renversa en arrière, absorbé par cette pensée. Alors il est toujours au village, et il se croit en sécurité. Miss Marple hocha la tête. Et il a raison, à moins que quelqu'un ne lui pose une question sur un tableau très particulier. Une Madone en robe verte, volée en 1944, vendue sous une fausse provenance en 1953. Elle est maintenant accrochée dans le salon de la maison Lumley. Cray se lève. Cet après-midi-là, un mandat fut discrètement émis. Le tableau, reconnaissable entre mille et portant une fausse étiquette de galerie, fut retiré de la résidence des Lumley. Monsieur Lumley, pâle et las, ne résista pas à son arrestation. Il n'avoua rien, se contentant de dire que le tableau avait été offert par un ami italien, mais le dossier de provenance, retrouvé dans le tiroir du bureau de Mademoiselle Arden, un document qu'il avait oublié, indiquait le contraire. C'était suffisant. Et ainsi, une semaine après que le village eut retrouvé un semblant de paix, Miss Marple se retrouva une fois de plus assise en face de l'inspecteur Cray, sirotant du thé sous une haute fenêtre de la gare de Much Benham. « Tu aurais pu être détective, » dit Cray, « un vrai détective. » Elle sourit. « Oh non, ça ne m'aurait jamais convenu. »« Pourquoi pas ?»« Trop de procédures. Pas assez de tricot. » Il rit malgré lui, puis redevint sérieux. Deux personnes, Talbot et Lumley, ont tenté de réduire au silence une femme qui ne demandait que la vérité. Et un homme qui prétendait parler au nom des morts les a aidés dans cette entreprise. C'est sinistre, Miss Marple. Oui, dit-elle doucement, mais très humain. Pensez-vous que Miss Arden savait comment cela finirait? Elle s'en doutait, dit Miss Marple. Elle savait que son passé les rattraperait, pas elle. Les rideaux, vous vous souvenez? Elle les a mentionnés exprès. Elle voulait que les gens regardent. Elle voulait que quelqu'un voie quelque chose, et quelqu'un l'a fait. Non, corrigea-t-elle doucement. Personne n'a vu, mais ils s'en souviennent, et c'est ça, inspecteur, qui compte. Elle termina son thé, se leva et rassembla ses gants. Dehors, le vent soufflait légèrement sur la place du village. Cette fois, les rideaux de Greyfriars ne bougèrent pas. Dans le doux silence qui suivit l'arrestation d'Edward Lumley, St. Mary Mead sembla s'exhaler. Le scandale n'avait pas éclaté comme les gros titres des journaux ou les sirènes de police. L'inspecteur Cray était prudent dans ses méthodes, et M. Lumley, digne même dans la disgrâce, s'était soumis à l'interrogatoire avec une résignation si silencieuse que de nombreux villageois ignoraient encore l'importance du tableau, ni même son rôle dans quoi que ce soit. On n'en parlait qu'à voix basse, chez l'épicier, devant l'église, sur les bancs de la place,
parmi ceux qui soupçonnaient qu'il s'était passé quelque chose, sans savoir exactement quoi. Pour la plupart, l'histoire s'est terminée par les aveux de Madame Merriweather et le chagrin tragique de Mademoiselle Arden dans cette demeure majestueuse. La question des œuvres d'art volées, des pillages d'après-guerre et des revendications étrangères était trop abstraite, trop lointaine pour s'accrocher à l'imagination comme une tasse de thé bien placée ou un soupçon de poison. Mais pour Mademoiselle Marple, ce n'était pas encore terminé. Elle sentait au plus profond d'elle-même, presque comme une démangeaison, qu'un dernier fil restait tendu. Et, assise cet après-midi-là dans son salon, les rideaux de dentelle filtrant, une douce lumière dorée sur sa table, ses pensées se tournèrent à nouveau vers Miss Arden elle-même. Non pas la silhouette apparue ôtée du jardin, mystérieuse et posée, mais la femme, sa vie, ses motivations, son projet. Miss Marple avait appris depuis longtemps que chaque victime, aussi humble soit-elle, laisse derrière elle une intention. Et si l'on comprenait cette intention, non seulement ce que quelqu'un a fait, mais aussi pourquoi il a choisi cette voie, on découvrait souvent plus que la surface d'un crime. Elle se leva et alla récupérer le dossier qu'elle avait reçu de Mademoiselle Graves. À l'intérieur, entre les archives et la correspondance découpée, se trouvait quelque chose qu'elle avait déjà remarqué sans vraiment y prêter attention. Une note écrite d'une écriture soignée et régulière, manifestement non officielle. S'il m'arrivait quelque chose, ceci pourrait expliquer pourquoi. Gia, pouvait-on y lire. Une liste manuscrite et soulignée était jointe. Talbot, Lumley, Domaine Faro, 1944-1953. Miss Arden savait, non seulement le passé, mais aussi le danger que représentait son savoir. Et au lieu de le fuir, elle y était retournée. Miss Marple se leva, épingla son châle à son col et emprunta le court chemin menant au presbytère. Griselda Clément ouvrit de nouveau la porte, toujours aussi négligée et joyeuse, les mains tachées par la cueillette des baies. Jane entre. Léonard est allé rendre visite au Renshaw, mais je suis sûr que ça ne le dérangera pas si tu restes un moment. Juste une petite question, ma chère. Vous souvenez-vous du thé horticole? Bien sûr que oui. Et où est allée Mademoiselle Arden après? Griselda cligna des yeux. Elle est partie à pied. Je me souviens qu'elle refusait d'être prise en charge par Madame Lumley. Elle disait qu'elle aimait se promener dans les ruelles. Elle a pris le chemin le plus long par Ashwell Grove, je crois. C'est curieux. Vraiment? Elle ne semblait pas du genre à marcher, mais je pensais qu'elle avait un but dans ses pas. Griselda pencha la tête. Elle portait son gros sac à main. Je m'en souviens parce qu'elle a fait tomber une cuillère de la table avec. Miss Marple hocha la tête. Elle se souvenait aussi de cela maintenant, une grande sacoche en cuir très ancienne que Miss Arden avait soigneusement posée sur ses genoux. En début de soirée, dans la lumière dorée de l'été, Miss Marple emprunta le sentier qui menait à Ashwell Copse. C'était un sentier agréable, rarement emprunté, sauf par les promeneurs de chiens et les cueilleurs de mûres, qui serpentaient le long d'une haie et plongeaient brièvement jusqu'au ruisseau. Près d'un virage du sentier, elle s'arrêta. Place moitié cachée sous les racines d'un sureau, se trouvait une petite cavité, juste assez profonde pour abriter quelque chose de précieux ou de dangereux. Elle avait été récemment dérangée. Miss Marple s'accroupit, souleva doucement une pierre qui était étrangement déplacée et découvrit un paquet enveloppé dans une toile cirée. C'était le sac. Le fermoir avait légèrement rouillé à cause de la pluie, mais le contenu était sec. À l'intérieur se trouvaient plusieurs enveloppes soigneusement triées, leurs cachets intacts. Un journal, une liste de noms, différente de la précédente. Et au fond, une petite boîte en fer blanc avec une étiquette d'affranchissement décolorée. À ouvrir en cas de décès. Héloïse Arden. Miss Marple l'emporta chez elle sans l'ouvrir. Elle se prépara du thé, comme elle le faisait toujours avant les événements importants, puis s'assit près du feu. À l'intérieur de la boîte en fer blanc se trouvaient 3 objets. La première était une photographie.
Mademoiselle Arden enfant, debout à côté d'une femme brune à l'air fatigué, devant ce qui ressemblait à un musée en pierre. Au dos, on pouvait lire « Mama, Naples, 1938 ». Le second était un acte notarié italien authentique, transférant la propriété de plusieurs petites œuvres d'art d'une certaine Giulia Faro à Eloisa Cardelli Arden, citant la succession d'Edmund Faro, constituée en 1952. Il ne s'agissait pas d'une simple spéculation. Mademoiselle Arden avait reçu son héritage comme sien. Le troisième objet était une lettre, adressée simplement « À celui qui comprend ». Miss Marple le lut lentement. « Si vous lisez ceci, c'est que je ne suis plus en vie. Je ne me fais aucune illusion sur ceux qui ont assisté à mon retour. L'un est venu me prévenir, un autre m'a menacé, et l'un d'eux, peut-être, a tenté de me faire peur au-delà de mes forces. Je ne suis pas venu à Greyfriars pour me venger, même si je sais que c'est ce que beaucoup pourraient croire. Je suis venu pour récupérer un morceau de la vie de ma mère. Je suis venu parce que j'en avais assez de fuir. Je savais qu'il ne me laisserait pas parler, mais j'espérais que quelqu'un m'écouterait ensuite. » Miss Marple plia la lettre avec révérence et la remit dans la boîte. Elle resta assise, en silence un long moment, observant la douce danse du feu. L'air de la pièce était plongé dans un silence paisible, un silence qui ne portait plus de malaise, mais le poids d'un événement accompli, respecté, pleuré. Le lendemain, l'inspecteur Cray reçut le journal et les documents juridiques. Les accusations contre M. Lumley étaient officialisées. La couronne prendrait le relais, probablement discrètement, sans tambour ni trompette. L'embarras était trop grand pour cela. Madame Merriweather, confinée chez elle sous surveillance, ne parla plus jamais des esprits. Elle s'éloigna de ses groupes, de son jardin et même de ses chats. On disait qu'elle avait commencé à écrire de longues lettres à personne, puis à les déchirer. Et Greyfriars, après un intervalle respectueux, fut mise en vente. Miss Marple, de passage pour ses courses matinales, s'arrêta une dernière fois devant le portail. Les rideaux ne bougeaient plus, et elle ne s'y attendait pas. Mais elle leva quand même les yeux comme pour dire au revoir. Quelque part dans la brise, elle imagina non pas une voix, mais le fantôme d'une intention, l'écho silencieux, d'une femme qui n'avait pas disparu sans raison, mais qui était venue avec un but et avait laissé un message. Quelqu'un pourrait écouter après. Miss Marple avait, et la vérité, même si elle a été révélée discrètement, a trouvé son chemin vers la lumière. La semaine suivante marqua le retour tranquille de la routine villageoise. Les boutiques rouvrirent avec un flot constant de clients. Le vicaire reprit ses sermons avec un peu plus de solennité que d'habitude, et la bibliothèque, supervisée une fois de plus par une discrète Miss Hartley, reprit ses expositions de poésie estivale sans cérémonie. Greyfriars resta fermé, mais son ombre ne pesait plus sur les villageois avec le même poids oppressant. Pour la plupart, l'affaire était close, expliquée à défaut d'être pleinement comprise, résolue à défaut d'être véritablement crue. Mais Miss Marple ressentait un léger malaise. Ce n'était pas un chagrin persistant, car elle s'était depuis longtemps habituée à la mélancolie silencieuse qui suivait la mort. Ce n'était pas non plus un doute quant à la culpabilité des personnes impliquées. Madame Merriweather, dont les actes avaient été motivés par la peur et la culpabilité, et M. Lumley, qui avait profité de la disparition d'une femme pour préserver son nom. C'était quelque chose de plus petit mais de plus profond, une question de timing. Eloise Arden avait soigneusement planifié son plan. Elle avait des documents, un mobile, et anticipé le danger. Pourtant, malgré toute sa préparation, le moment de sa mort lui avait semblé trop proche. Comme si elle était survenue non seulement sous la pression, mais prématurément, avant même que ses cartes ne soient jouées. Miss Marple avait déjà vu des femmes comme Héloïse, non seulement victimes, mais aussi artisanes de leur propre révélation. Elle ne se contentait pas de découvrir la vérité, elle la dirigeait. Et si Héloïse avait planifié une confrontation, un jugement, celui-ci n'avait jamais eu lieu.
Cette pensée rendit Miss Marple particulièrement agitée. Elle se surprit à relire le journal qu'elle avait laissé derrière elle, attentivement et lentement. Les notes d'Héloïse étaient précises, datées et fouillées. Elle avait documenté non seulement les hommes qu'elle soupçonnait, mais aussi ses déplacements, les réactions qu'elle recevait lors de ses conversations, et même les légers changements d'attitude des villageois à son égard. Puis, vers la fin du journal, Miss Marple découvrit une entrée qu'elle avait jusque-là négligée. Elle était courte, nichée entre une liste de noms et un croquis du salon des Greyfriars. Visiteur inattendu ce soir, il a dit connaître ma mère à Naples, mais son histoire était complètement fausse. Aucune mention de la galerie, aucune correspondance de date. J'ai fait semblant de le croire. Il m'a interrogé sur l'héritage. J'ai dit que je n'avais rien. Il a dit qu'il reviendrait. Quelque chose dans sa voix m'a glacé le sang. Il n'y avait ni nom, ni date, bien que les inscriptions avant et après suggéraient que cela avait eu lieu 3 jours avant sa mort, avant le thé du club de jardinage, avant les lilas de Madame Merriweather, avant la disparition de la lettre. Quelqu'un d'autre était venu. Quelqu'un qui n'avait pas été remarqué. Miss Marple posa soigneusement le journal et joignit les mains. Elle savait que ce morceau ne la laisserait jamais en paix, pas avant d'avoir pris forme. Elle dressa une liste, non pas des coupables, mais de ceux présents, ceux qui avaient assisté au thé, ceux qui avaient parlé à Héloïse en passant, non pas ceux qui avaient attiré l'attention, mais ceux qui y avaient échappé. Il y avait un nom qui n'apparaissait qu'une seule fois tout au long de l'affaire, et seulement en passant. Mentionné dans le récit de Madame Bantry sur le thé, l'agent immobilier, M. Nigel Kerr. Miss Marple se souvenait vaguement de lui. Un homme bien habillé, au sourire poli qui ne laissait aucune trace. Il avait organisé la vente de Greyfriars, et sans doute veillé à ce qu'Héloïse soit installée. Mais il n'avait jamais été interrogé, et l'inspecteur Cray ne lui avait jamais adressé la parole. Son nom flottait à la surface, tel un galet empêchant l'eau de se stabiliser. Le lendemain matin, elle se rendit au cabinet Kerr & Langston, soi-disant pour se renseigner sur la valeur des propriétés dans le quartier. M. Kerr l'accueillit avec une chaleur amicale, désireux de lui faire plaisir. « Ma chère Miss Marple, » dit-il en l'accompagnant jusqu'à un fauteuil, « envisagez-vous de déménager? Certainement pas. Le village perdrait son, le plus merveilleux des habitants. » Elle sourit poliment. « Oh non, juste par curiosité. On entend tellement de choses ces jours-ci. J'ai pensé qu'il serait judicieux de me renseigner. Eh bien, je suis fier d'avoir une longueur d'avance sur le marché, a-t-il déclaré, avant d'ajouter d'un ton léger, même si les récents événements à Greyfriars ont, disons, perturbé certaines perspectives, probablement temporairement. « Oui, dit-elle doucement. « C'est temporaire. J'ai cru comprendre que vous vous occupiez de la location de Mademoiselle Arden. » Il hocha la tête. « Une location privée. Je l'ai arrangée moi-même. Elle m'a contacté de l'étranger, de Florence, je crois, et ses exigences étaient très précises. L'as-tu rencontrée plus d'une fois? Seulement 2 fois, en fait. Une fois le jour de son arrivée pour remettre les clés, et une fois la veille de sa mort. Elle a demandé à voir les titres de propriété originaux pour confirmer les limites du terrain. C'est vraiment bizarre. Elle n'a pas mentionné son histoire familiale? Non, elle semblait distante à ce sujet. Miss Marple l'observait attentivement. Je suppose qu'elle n'a pas beaucoup parlé de la galerie de Naples non plus. Pour la première fois, une lueur traversa le visage de M. Kerr. Surprise? Prudence? Non, dit-il lentement. Elle n'en a jamais parlé. Ah, dit Miss Marple en se levant, comme c'est intéressant. Elle quitta le bureau avec un sourire courtois, mais son esprit était plus vif. Kerr avait menti, pas ouvertement, mais suffisamment pour être remarqué. Le journal avait mentionné un homme dont l'histoire ne collait pas, qui prétendait avoir connu sa mère mais n'avait aucun détail. Un homme qui s'enquérait de l'héritage. Pas de la maison, de l'héritage, mais Kerr n'était pas un visiteur du passé. C'était un homme qui percevait la valeur
et qui voyait en Héloïse Arden une femme solitaire, fraîchement arrivée, portant en elle le parfum d'une propriété non réclamée. Son intérêt pour le domaine Farrow n'était pas secret. Et un homme intelligent et sans scrupules, surtout s'il connaissait déjà la propriété, aurait facilement pu envisager de faire pression sur elle ou de la forcer à y renoncer. Mais quelque chose avait mal tourné. Le plan avait échoué. Et quand Héloïse mourut subitement, peut-être trop tôt, Kerr était retombé dans l'oubli. Miss Marple est rentrée chez elle et a appelé l'inspecteur Cray. « Je crois, dit-elle doucement, qu'il nous manque un dernier élément. La personne qui ne faisait aucun bruit, aucune ondulation, mais qui avait tout à gagner. » Cray écouta, d'abord sceptique, mais en moins d'une heure, il organisa une enquête. Discrète sur les antécédents de Kerr. Le résultat fut accablant. Un petit scandale londonien des années auparavant étouffé, des allégations de mauvaise gestion dans un litige successoral. La vente d'une propriété italienne, des années auparavant, sans titre de propriété clair. Une série de petits vols calculés par des individus peu en mesure de riposter. Et le plus frappant, c'est que Kerr avait non seulement géré la location de Greyfriars, mais avait également correspondu directement avec le notaire italien qui avait délivré l'acte de 1952 à Éloise, sous un nom différent, quelques semaines seulement avant son arrivée. Il le savait depuis le début. L'équipe de Cray a trouvé une réplique de l'acte qu'elle portait chez Kerr, non signé, mais avec suffisamment de faux sceaux pour établir une revendication. Leur plan était simple, l'effrayer, la laisser abandonner le domaine et utiliser les documents pour revendiquer des droits en son nom. Ce n'était pas un meurtre, mais c'est ce qui a déclenché la situation. Face aux preuves, Kerr refusa de parler. Son arrestation fut discrète, une simple anecdote dans une affaire plus vaste, mais pour Miss Marple, c'était l'aboutissement inévitable d'un processus long et complexe. Éloise Arden était morte parce que trop de fils avaient été tirés d'un coup. La culpabilité de Merryweather, les secrets de Lumley, l'ambition de Kerr. Elle était entrée dans la gueule du loup en toute connaissance de cause, mais les bêtes s'étaient retournées plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Pourtant, son histoire avait trouvé son chemin. Miss Marple, debout dans son jardin tandis que le crépuscule adoucissait le ciel, regarda une dernière fois vers Greyfriars, non pas pour pleurer, ni pour remettre en question, mais pour honorer. Parce que la vérité, une fois pleinement connue, change tout, même le vent. Il était un peu plus de 7 heures lorsque les derniers rayons du soleil couchant projetaient de longues ombres sur la verdure du village, dorant les toits. L'air était frais, un léger parfum de terre et de lavande s'échappant des fenêtres ouvertes. Dans son salon, Miss Marple était assise, immobile, la lettre de l'inspecteur Cray soigneusement pliée à côté de sa tasse de thé. Elle confirmait ce qu'elle savait déjà, mais qu'elle attendait d'entendre officiellement. Nigel Kerr avait été inculpé de complot en vue d'escroquerie, de faux et d'obstruction en lien avec les revendications du domaine Farrow et la tentative de détournement de biens internationaux liés aux biens italiens pillés. Bien qu'il ait continué à nier toute implication dans la mort de mademoiselle Arden, le tableau était désormais complet. Aucune main n'avait réduit Héloïse au silence. Sa mort résultait plutôt de motivations croisées. La peur, l'ambition, la culpabilité. Chaque acteur agissant seul avait provoqué une fin qu'aucun d'eux n'avait pleinement voulu, et pourtant aucun n'avait rien fait pour l'empêcher. Miss Marple se surprit à penser non pas aux machinations de Kerr, ni à la lâcheté de Lumley, mais à Héloïse elle-même. Quelle force il avait fallu à une femme comme elle, visiblement intelligente, sans doute meurtrie par la perte, pour revenir sur une terre qui avait autrefois renoncé à son nom de famille et forgé un lieu de réconciliation avec une détermination aussi tranquille. Miss Marple pensait ne pas s'attendre à gagner, mais elle avait l'intention d'être entendue. Un coup frappé à la porte d'entrée interrompit ses pensées. C'était le révérend Clément, chapeau à la main. L'air inhabituellement sérieux. Jane.
dit-il après qu'elle l'eut invité à entrer. « Je pensais que tu devrais savoir qu'il y aura une cérémonie commémorative pour mademoiselle Arden. Son notaire à Londres l'a contactée. Elle avait peu de famille, mais avait demandé dans son testament qu'une cérémonie simple soit célébrée à l'église où sa mère s'était mariée. Serais-tu prête à l'aider à l'organiser » Miss Marple hocha la tête sans hésiter. « Oui, bien sûr. » Il semblait soulagé. « J'ai déjà parlé à Griselda. La cérémonie sera discrète, pas de journaux. Juste un souvenir discret. Elle aurait aimé ça, dit doucement Miss Marple. Elle voulait que la vérité compte, et c'est le cas. Dans les jours précédant la cérémonie, mademoiselle Marple fit un petit effort, en privé, pour que la cérémonie reflète bien Héloïse Arden, au-delà des ragots du village. Elle contacta mademoiselle Graves à Londres, lui demandant des photos ou des souvenirs susceptibles d'être exposés. La femme envoya un petit portrait encadré, Héloïse à 25 ans, riant dans un jardin, la tête baissée, ainsi qu'une fleur séchée, conservée parmi les pages du journal de sa mère. Une anémone rouge, la fleur du souvenir. La cérémonie eut lieu un vendredi après-midi d'août, sous un ciel nuageux. Les villageois arrivèrent, discrets et respectueux, beaucoup sans vraiment comprendre pourquoi ils étaient attirés là. Certains apportèrent des fleurs, d'autres se contentèrent du silence. Mademoiselle Hartley pleurait doucement sur le banc du fond. Même Madame Merriweather, autorisée à assister sous escorte, arriva voilée et pâle, sans faire de remarques, s'épongeant les yeux avec un mouchoir en dentelle. Le révérend Clément a parlé clairement et avec gentillesse. Aujourd'hui, nous souvenons d'une femme qui n'a passé que peu de temps parmi nous, mais qui a laissé derrière elle les échos d'une histoire plus longue. Une histoire d'injustice, d'endurance et, finalement, de dignité. Si mademoiselle Arden ne recherchait pas l'attention, elle recherchait la compréhension. Et la compréhension, même tardive, est une forme de justice. Après la cérémonie, tandis que l'assemblée se dispersait lentement, Miss Marple s'attarda dans le cimetière où une simple plaque avait été déposée sous le plus vieil if. Elle ne portait aucune inscription magistrale, seulement son nom, ses dates de naissance et de décès, et 3 mots. La vérité demeure. Miss Marple sentit un profond calme l'envahir, tandis qu'elle regardait la lumière s'estomper sur la pierre. Au loin, les rideaux de Greyfriars étaient immobiles. Non pas parce que l'histoire était terminée, mais parce qu'elle avait trouvé sa forme. Plus tard dans la soirée, de retour dans son salon, Miss Marple se remit enfin à tricoter. Le châle, en laine bleue qu'elle avait commencé lors du goûter horticole, était à moitié terminé, mais ses doigts reprenaient leur mouvement avec détermination. C'était le rythme des choses qui reprenait, la vie qui reprenait ses droits par petites touches nécessaires. Et pourtant, même dans ce rythme, la mémoire tenait sa place. Elle pensa au plateau en argent, trop poli, du vase de lilas, soigneusement placé, d'une femme assise seule dans un salon, consciente de chaque pas fait vers elle, et elle pensait à la fille sur la photo, le sourire ouvert, le jardin derrière elle, le sentiment de joie qui avait existé autrefois, même brièvement, il dit. Il y eut un autre coup. Cette fois, c'était l'inspecteur Cray. Il n'était pas en uniforme, mais il se tenait avec sa précision habituelle. À la main, un journal plié. « Je pensais passer, dit-il, pour vous remercier. »« Tu l'as déjà fait, » répondit Miss Marple en lui offrant du thé. « Oui, eh bien, je voulais le redire, officiellement. Sans toi, on ne serait pas arrivé à Caire. » Elle sourit. « Tu l'aurais fait, finalement. » Il était assis, pliant le journal sur ses genoux. « Il y a une chose que je voulais vous demander, » dit-il après une pause, « à propos de mademoiselle Arden. Pensez-vous qu'elle avait l'intention de mourir, qu'elle s'attendait aux conséquences ?» Miss Marple remuait doucement son thé. « Je pense qu'elle connaissait le risque, et je pense qu'elle était prête à le prendre. Mais non, je ne crois pas qu'elle recherchait la mort. Elle recherchait la reconnaissance. Elle voulait que la vérité éclate, même si elle ne pouvait pas la soutenir quand elle éclaterait. » Cray hocha la tête en regardant ses mains. « Elle a laissé autre chose,
ajouta-t-il doucement en sortant une petite enveloppe de son manteau. Elle vous était adressée. Nous l'avons trouvée dans la doublure de son journal, cousue dedans. Miss Marple prit l'enveloppe avec précaution. Son nom était écrit de la même écriture, ferme et régulière. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier vierge. Mademoiselle Marple, on m'a dit un jour que dans chaque village il y a quelqu'un qui voit clair. Si je ne peux plus parler, j'espère que vous le pourrez. Merci de votre écoute. Arden Miss. Marple plia lentement la lettre, les mains fermes, le visage impassible. Puis elle regarda par la fenêtre où le crépuscule s'était installé sur les toits. « Elle a parlé, » dit-elle, plus pour elle-même que pour Cray. « Et maintenant elle a entendu. » Ils restèrent assis tranquillement un moment, sirotant du thé tandis que le soir approchait. Au-delà du jardin, le vent tournait doucement, mais les rideaux restaient immobiles. Ils ne le referaient plus jamais. Non sans raison. L'été céda peu à peu la place à l'automne, et avec lui, le souvenir du court et troublant séjour de mademoiselle Arden à St. Mary Mead commença à s'ancrer profondément dans la mémoire du village. Le scandale tel qu'il était passa discrètement au rang de murmures et de voix étouffées. La plupart se contentèrent d'admettre que justice avait été rendue discrètement et sans incident. Pas de procès à la mairie, aucun nom inscrit au registre Daily Mail, seulement une poignée de départs silencieux et une honte non exprimée. Pourtant, dans l'esprit de Miss Marple, la forme de la chose restait intacte, complète, mais jamais criarde. Il ne s'agissait pas d'une affaire avec un coupable unique et clairement identifié, ni d'aveux spectaculaires. C'était plutôt une toile d'araignée, délicate, dissimulée à la vue de tous, n'attendant qu'un certain angle de lumière pour être révélée. Et maintenant qu'elle était là, il n'y avait plus rien à démêler, sauf peut-être une dernière vérité. Cela se produisit, comme souvent, par une matinée calme et sans fioriture. Miss Marple était occupée à ranger les livres de son salon, un rituel annuel qui impliquait souvent plus de dépoussiérer que de ranger, lorsqu'elle s'arrêta pour examiner un volume qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. Un mince livre relié intitulé Portraits italiens du XIXe siècle, c'était un cadeau, il y a longtemps, d'une vieille connaissance qui avait beaucoup voyagé. Elle l'ouvrit distraitement, puis marqua une pause. À l'intérieur de la couverture se trouvait une lettre, non pas d'Éloise Arden, mais de sa mère. Miss Marple déplia soigneusement la page jaunie, son cœur soudainement calme. À ma fille, si jamais elle trouve le chemin de l'Angleterre, tu ignores peut-être la vérité de ton nom, mais tu dois connaître la vérité de ta force. Tu n'es pas oublié. L'homme qui nous a abandonnés nous a peut-être effacés de ses papiers, mais pas du monde. Il y avait quelqu'un qui savait, quelqu'un qui a essayé de nous protéger. Son nom est A.T. Miss Marple, reste immobile, A. Pas Talbot. C'était là l'erreur. Trop facile, trop prévisible. Elle l'avait commise elle-même au début. Mais c'était Arthur Treville, le jeune clerc du notaire à Londres, un personnage secondaire dans les documents. Il s'était occupé des démarches depuis Naples. Il avait discrètement suivi les déplacements d'Héloïse à son arrivée en Angleterre. C'est lui qui avait alerté mademoiselle Graves. C'est lui qui avait demandé un mémorial au vicaire. Il avait aimé sa mère. Et peut-être l'avait-il aimée aussi, avec cette douceur et cette vigilance que certains hommes ne se permettent jamais d'afficher. Miss Marple plia la lettre et la remit dans le livre. Elle ne voulait pas continuer. Elle n'écrivait pas. Ce n'était pas nécessaire. Il vaut mieux laisser certaines histoires non résolues et non enterrées, mais au repos, dans la paix et dans la vérité. Quelques semaines plus tard, une nouvelle famille emménage à Greyfriars. Ils étaient jeunes. Un couple discret de Londres, avec 2 enfants et un labrador qui aboyait avec beaucoup trop d'enthousiasme après les oies sur la pelouse. La femme adorait les roses, et le mari aimait réparer les horloges. Ils peignirent les volets en bleu pâle et emplirent le salon d'une lumière chaleureuse et accueillante. Après une courte période d'adaptation, les villageois finirent par les accueillir avec une affection réservée.
Miss Marple passa un après-midi et vit les rideaux se balancer doucement au vent. Mais cette fois, il ne bougeait qu'à une fenêtre ouverte. De retour à la maison, elle s'est remise à tricoter. Le châle bleu était maintenant terminé, soigneusement plié et placé dans un petit paquet adressé à une association caritative. Cornoyaise venant en aide aux jeunes femmes dans le besoin. L'endroit semblait idéal. Elle se versa une tasse de thé et s'assit près du feu, regardant la flamme vaciller. Dehors, le vent agitait les derniers pétales de rose le long de l'allée du jardin. Le nom d'Éloise Arden ne serait jamais gravé dans la pierre, au-delà d'une modeste plaque sous un if. Sa vie avait été brève, sa mort presque passée inaperçue. Mais la vérité qu'elle portait en elle, celle de la trahison, de la résistance silencieuse, de la dignité retrouvée, avait été entendue. Et surtout, elle avait perduré. Miss Marple sourit faiblement et attrapa son livre. Il n'était plus nécessaire de surveiller les rideaux. Le village, pour l'instant, était en paix, et elle l'était aussi.